LVMH, l'ancienne première action de notre CAC 40, dirigée par la famille Arnault, vient de sortir ses résultats. Et c'est un véritable flop. Entre manque de croissance et perte de vitesse sur son segment principal, faut-il s'attendre à un prochain Kering, à un nouveau Kering, donc la maison mère de Gucci, qui perd plus de 50% depuis un an et quasiment plus de 30% depuis rien que le début de cette année. Dans cet épisode, nous ferons le point sur le premier trimestre de LVMH. Ensuite, nous ferons un point sur la valorisation, donc à quel point on achète LVMH, comment la valoriser. Et ensuite, nous finirons par ma stratégie concernant cette action. Bonjour à tous et bienvenue sur J'invest, le canal d'investissement où l'on vise l'enrichissement. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Juste avant de commencer, un petit rappel, je ne suis toujours pas professionnel de la finance. Vous devez faire vos propres décisions et vos propres recherches avant de passer à l'achat ou non d'un titre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au premier trimestre 2025 pour LVMH? Donc, elle a réalisé un peu plus de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, elle nous précise qu'elle évolue encore dans un contexte de géopolitique et économique perturbé. Donc là, il y a pas mal de conflits en ce moment, on le sait. Le conflit israélo-palestinien, forcément, ça ne pousse pas à l'achat. Le conflit russo-ukrainien, on le sait, les Russes est un peuple qui quand même dépense beaucoup et en tout cas est très très friand du luxe à la française. Ce sont des gros clients chez LVMH et forcément avec un contexte comme ça un peu compliqué, ils dépensent beaucoup moins. Ils dépensent beaucoup moins qu'avant. On peut également parler de la Chine, mais je pense qu'on va en reparler tout au long de cet épisode, avec une classe moyenne qui dépense beaucoup moins. Voilà, c'est compliqué en ce moment le contexte géopolitique pour des entreprises comme LVMH. Alors, l'Europe est toujours en progression à devises et périmètres comparables. Alors, on va voir que l'Europe, on n'est pas non plus, c'est pas la panacée. Les États-Unis connaissent une légère baisse malgré une bonne performance en mode et maroquinerie et en montre-joaillerie, donc des gros segments d'LVMH. Alors, si on se met sur la présentation PowerPoint donc d'LVMH le premier trimestre, qu'est-ce qu'on voit? Donc, la France, elle affiche 8% de croissance, donc un point de plus par rapport au trimestre 2024, l'Europe en règle générale, alors je vois pas où est-ce qu'est la grande augmentation, la grande croissance en Europe, parce qu'on est absolument pareil au niveau de Q1 2024. En Asie, ça a baissé 3 points, on était à 33% en 2024, on est passé à 30%, donc 3 points de moins. Au Japon, ça se fait, c'est un peu lent aussi, parce qu'on est à périmètre constant, enfin on est à 9%, comme c'était le cas l'année dernière, et on a seulement un point de plus en pourcentage, enfin en croissance aux États-Unis. Donc la forte croissance ne se fait pas ressentir énormément, on est d'accord. Donc si on fait un peu plus le point dans les différents segments d'LVMH, donc on voit que la variation par rapport au premier trimestre 2024 est quand même assez important. Le vin et spiritueux se fait défoncer, on est à moins 9% en organique, donc de décroissance pour le coup, par rapport à l'année dernière, moins 5%, plus c'est le premier segment, elle a dégagé 10 milliards au premier trimestre, donc quasiment la moitié de son chiffre d'affaires est généré rien qu'avec ce segment, et contre le premier trimestre 2024 où elle avait généré 10 milliards 490 millions de chiffre d'affaires. Le parfum et cosmétique perd également, est un peu en décroissance, moins 1%. La montre et joaillerie, il ne s'est rien passé, on est à 0% de croissance. Et la distribution sélective, donc là c'est bien dommage, c'était un des segments qui était apparemment le plus porteur et le plus en croissance, donc avec Sephora, etc. On est à moins 1% en croissance organique. Le premier trimestre de cette année, on est à 4,189 milliards de générés face à 4,175 milliards qui avaient été générés l'année dernière. Donc c'est dommage, moins 3% de croissance sur un trimestre est quand même assez important, surtout au prix auquel se négocie LVMH, mais restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que la valorisation, on verra ça juste après. Alors l'activité vin et spiritueux se fait défoncer comme on l'a dit, moins 9% d'organique. Qu'est-ce que nous dit LVMH? Donc, déjà le champagne est en léger recul. Bon, j'avoue, après de janvier à avril, il n'y a pas grand-chose à fêter. Enfin, de janvier à mars, il n'y a pas grand-chose à fêter, il n'y a plus de fêtes, etc. Donc le champagne coule moins à flot, ce qui est dommage. Et encore une fois, il nous parle du contexte de normalisation. Alors, je suis bien d'accord qu'il existe ce contexte de normalisation. Mais il n'empêche que ça fait 3 ans qu'on nous parle de normalisation
Donc bon, bah à un moment, il va falloir finir par le boire, ce stock, hein, ça commence à être long. Mais bon, on voit qu'LVMH, malgré sa position quand même dominante et malgré, bah voilà, c'est un colosse dans le milieu du luxe, essaye de trouver des nouveaux relais de croissance, et notamment en Formule 1, parce que, on le sait, donc son entreprise, enfin sa boîte Moët et Chandon, donc le champagne de qualité chez LVMH, s'est frayé une place sur le podium de la Formule 1 en tant que champagne officiel. Donc on peut s'imaginer des nouveaux relais de croissance via ce nouveau secteur. L'activité mode et maroquinerie, donc le premier segment d'LVMH, arrive également à trouver des nouveaux relais de croissance, donc également en Formule 1, donc il va être le partenaire du titre du Grand Prix d'Australie, et donc on le sait, Louis Vuitton va créer une malle trophée sur mesure pour l'occasion de ce grand titre, donc lors du coup d'envoi à Melbourne en Australie. Christian Dior, ça continue, même s'il y a une forte baisse au niveau de la demande et au niveau de la demande, hein, tout simplement, de Christian Dior. Les parfums et cosmétiques, bon, il y a toujours les traditionnels, hein, même si c'est relativement stable cette année. Alors, juste le parfum et cosmétiques, voilà, moins 1%, donc quand même en décroissance. Mais bon, il y a toujours les mêmes parfums, hein, l'autre parfum, j'adore, ça cartonne, le Dior Homme, ça cartonne aussi, donc on ne change pas une équipe qui gagne, mais la tendance est à la baisse, il n'empêche. L'activité montre et joaillerie. Alors, là aussi, Tag Heuer est arrivé, donc, et maintenant le nouveau chronomètre officiel de la Formule 1, donc ça a remplacé Rolex de mémoire. Alors, j'adore la Formule, enfin, j'aime beaucoup la série sur Netflix de la Formule 1, mais je suis pas un adepte non plus, enfin, je regarde pas les Grands Prix. Tout ce que je sais, c'est qu'LVMH a réussi à se frayer un beau chemin là-dedans. Et donc, Tag Heuer va être au cœur de l'action dès le Grand Prix d'Australie. Et sinon, au niveau de la distribution sélective, donc Sephora, les DFS, etc., le Bon Marché et la Samaritaine, donc est encore pénalisée par la conjoncture internationale. Sephora poursuit sa croissance, mais ça reste quand même assez faible. Donc ça, c'était un petit point au niveau du premier trimestre 2025. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir le PowerPoint qui a été fait. Donc c'est plutôt intéressant et ça se lit plutôt très très facilement. Alors là, il est en anglais, mais je sais que j'avais vu la version française, je crois. Donc voilà, rien. Alors, second point, maintenant, comment je valorise LVMH aujourd'hui ? Alors, même s'il y a de la décroissance, on est bien d'accord, il n'empêche que LVMH reste une entreprise de qualité, hein. Juste, on va regarder les chiffres pour vous dire. Donc, les chiffres, ils sont quand même bons, hein. 67% de marge brute, une marge nette de quasiment 15%. On n'est pas sur une entreprise dégueulasse. Même si on voit qu'il y a quand même pas un ralentissement, hein, tout simplement, un ralentissement au niveau du chiffre d'affaires qui avait bien augmenté à partir de 2021, mais là, ça commence à stagner. Alors juste avant, hein, si ça vous intéresse, vous pouvez aller directement en description, il y a mon lien de parrainage, vous pouvez bénéficier de 10% de réduction sur vos abonnements annuels et mensuels sur l'application, donc profitez-en et surtout, n'oubliez pas de passer par ce lien de parrainage, ça permet de financer cette petite chaîne que vous êtes en train de regarder. Donc le free cash flow per shares, donc la croissance, je vais mettre 7%. Alors 7%, on est bien d'accord que c'est pas énorme, mais on voit qu'il y a quand même une tendance à la baisse, hein. On avait quasiment 19% de croissance des free cash flow sur 10 ans, mais on voit que ça a baissé à 8,90. Et si on se remet dans la partie quantitative, au moins vous allez tout voir. Hop, free cash flow per shares, même, allez, soyons fous. On voit que sur 10 ans, c'était 17%, sur 5 ans, 10%, sur 3 ans, 4%, et sur un an, 26%. Honnêtement, je pense qu'on est beaucoup plus proche des niveaux sur 5 ans, même un peu plus bas que on l'était par exemple en 2021 où il y avait une croissance de fou. Faut pas oublier que la normalisation, elle existe, hein, réellement, c'est pas du bullshit. Donc autant partir sur des estimations plutôt conservatrices et ne pas croire que, faut pas croire au mouton à 5 pattes. Nous, on va mettre 7% de croissance, ça nous paraît plutôt pas mal. Et en price to free cash flow, on va mettre 20.
C'est conservateur et là également j'anticipe donc une baisse qui va sûrement continuer cette année, hein. Je ne vois pas forcément LVMH s'en sortir beaucoup mieux cette année malheureusement. Donc pourquoi j'ai mis 20, hein, c'est pas au pif. Donc on va s'enlever en PE, on va mettre le price au free cash flow et on va enlever ça. Donc on voit que le PE médian depuis 2020 il est de 27, mais on est bien d'accord qu'on n'est plus du tout au niveau d'ici. On voit que là, on est quand même au-dessus, on est à 18,73 de PE pour un prix de l'action qui est à quasiment 490 euros. Bon, je pense que 18, c'est hard hein, quand même, ça me paraît quand même assez faible. Le PE médian, on était à 27, après on peut se mettre sur 10 ans hein, pour jouer encore plus de sécurité. Donc on est à 25, alors on va se mettre price to free cash flow, encore une fois, comme ça, voilà. Hop. Donc le price to free cash flow médian. Le price to free cash flow médian, on était à 25. Voilà. Bon, je pense que 20, c'est pas déconnant. Ça permet d'être plutôt sécuritaire. Donc 7% de croissance, 20 de multiple final. Ce qui nous fait un prix juste à 481 euros. Donc aujourd'hui, on est à quasiment ce prix-là. Donc ça me fait une marge de sécurité de 0,94%. Donc ça veut dire que si je l'achète à ce prix-là, je n'ai pas de marge de sécurité. Je n'ai pas acheté trop cher, mais je n'ai pas acheté avec une marge de sécurité. Le problème, c'est que si ça continue de descendre, eh ben, je vais me retrouver un peu eu. Par rapport à ces estimations de croissance, donc la croissance choisie 7% et le price to free cash flow 20, on devrait arriver à un prix final sur 5 ans de 751,20 euros. Autant vous dire qu'avec mon niveau de prix d'achat, j'ai quasiment 686 ou 690 euros de PRU sur LVMH. Je ne suis pas prêt de retrouver un beau rendement avec cette action. Malgré tout, je la garde en portefeuille. Alors maintenant, on se retrouve dans la troisième et dernière partie de cette vidéo, donc ma stratégie concernant l'action. Qu'est-ce que j'en fais maintenant d'LVMH? Donc on va se mettre dans l'analyse de mon portefeuille, la répartition, donc j'ai 16 lignes au total, ça n'a point changé. On va se mettre dans les actions et on va retrouver donc toutes les actions que j'ai en portefeuille. LVMH se trouve ici, donc elle représente 11,6% de mon portefeuille. Alors maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Alors je ne vais pas revendre LVMH, hein, même si aujourd'hui si je la vends, je serais carrément en perte, hein, je perdrais, je pense, pas mal d'argent. On va regarder tout de suite ici. Si je la revends, je perds 500 euros. Je perds un peu plus de 500 euros, ce qui est pour moi pas concevable. Je ne revends pas une entreprise de qualité. Même si elle n'affiche plus une croissance, ça m'apprendra de mes erreurs. Au moins je peux contempler mon erreur tous les jours. Donc je garde LVMH en portefeuille, ça me permet d'être diversifié. Pourquoi? Parce que sinon, en fait, si je la vends, je vais avoir beaucoup trop d'entreprises technologiques. Donc si on regarde, voilà, la finance représente 30%, technologie 30%, la consommation discrétionnaire 17%. Donc je trouve que c'est un bon mixte entre tout, d'avoir ce socle solide, hein, la consommation discrétionnaire. Ici, on va retrouver Nike et LVMH qui sont des belles positions de mon portefeuille, même si on est bien d'accord que ce n'est pas elles qui offrent la meilleure croissance. Donc, je garde LVMH pour pas trop déstabiliser mon portefeuille. Même si la croissance est au ralenti, l'entreprise reste de qualité. Pour être tout à fait franc avec vous, je n'ai pas de rachat, pas de renforcement en perspective. Pourquoi? Parce que même si mon PRU, donc mon prix de revient unitaire de quasiment 690 euros si je ne me trompe pas dans LVMH, est haut, si j'en rachète, ma position serait trop élevée, donc ça risquerait de déstabiliser un peu mon portefeuille au niveau des secteurs. Là pour l'instant j'ai une belle pondération qui me plaît, je suis bien exposé à la consommation discrétionnaire, ça me plaît, honnêtement ce sont des business que je maîtrise et que j'apprécie à analyser, hein, beaucoup plus même que la technologie, donc je garde LVMH et maintenant ça va être mon travail d'acheter tout simplement beaucoup mieux les prochaines actions que je veux en portefeuille. Donc maintenant pour conclure, bon, même si la valorisation peut paraître attractive, le marché du luxe selon moi est encore amené à corriger cette année. Donc faites attention à vos prix d'achat et ne perdez pas de vue que, essayez pas de tester non plus trop de value place parce que je pense que le marché cette année a encore de beaux moments à nous faire connaître. Donc voilà, maintenant je préfère investir dans des boîtes où la croissance est quand même plus importante.
tout en se négociant des valorisations intéressantes. Là, je pense à Uber, j'ai déjà créé une petite position, donc c'est toute petite, hein, c'est quasiment un peu moins de 3% de mon portefeuille d'actions. Donc, je conserve Uber, j'aimerais bien la renforcer, hein, pour tout vous dire. Ça serait elle que je renforcerais à prime abord. Et de toute façon, si ça vous intéresse, honnêtement, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez qu'on fasse un tour sur ma watchlist et si vous voulez que je fasse un tour sur qu'est-ce que je peux faire dans mon portefeuille, qu'est-ce que j'aimerais, ce sur quoi en fait j'aimerais évaluer mon portefeuille et l'orienter. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé la vidéo. C'est pas souvent que je fais un petit récap sur les trimestres, mais bon, LVMH c'est vraiment une entreprise que j'aime et que j'aime analyser. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Si vous ne connaissez pas, nous on anime un podcast avec Hugo de la chaîne IQ Invest, hein. Abonnez-vous à sa chaîne par la même occasion. Donc c'est Focus Fondamental Podcast. Ce sont des formats plutôt compacts, enfin pas compacts justement, plutôt étendus. On a fait des vidéos, donc pour vous dire les populaires, on a parlé des ETF, on a parlé de Google avec Mathieu J de InvestStream. On a fait un deep dive sur Evolution AB d'1h40. Voilà, un deep dive d'LVMH, hein, j'ai envie de dire, c'est le moment ou jamais, qui date pas de très longtemps non plus, hein, ça date d'il y a 5 mois. Voilà, on a traité quand même pas mal de sujets, vraiment pas mal de sujets, 20 leçons pour devenir riche et le rester, donc quand on avait parlé du livre, donc La psychologie de l'argent de Morgan Housel. Voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne Focus Fondamental et à la mienne par la même occasion. Salut à tous, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.